Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui va battre la mesure sur vos écrans. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre. Délivrez-vous, une émission qui consacre la pensée complexe. Une émission qui met en avant l'intellection, comme aurait dit Aristote. Délivrez-vous parce qu'il faut de la place pour le discours littéraire dans l'écosystème discursif haïtien. Vous êtes sur la télévision Caraïbe. Délivrez-vous, gardons bonheur. Aujourd'hui, nous serons dans un univers de nouvelles, attention, érotiques, d'un érotisme solaire, comme aurait dit René de Pestre. Mais mon auteur, mon invité, il est tout jeune novelliste, il est aussi journaliste. C'est 26 ans d'érotisme qui vont s'abattre sur vos écrans. Écoutez, l'équipe de la télé est mobilisée, gardons bonheur. À tout de suite dans la rubrique Temps Poème. Allez, respirez. Il s'appelle Roussan Camille. Il nous vient de Jacmel. Il aura écrit l'un des poèmes les plus célèbres de toute la littérature haïtienne. Jacmel a été reconnaissante. Il y a une bibliothèque à Jacmel, annexe de la Bibliothèque nationale d'Haïti, qui s'appelle Bibliothèque Roussan Camille. Je vais vous lire son poème le plus connu, le plus installé dans la postérité, Nedje. Tu n'avais pas 16 ans, toi qui disais venir du Danakil, et que des blancs pervers gavaient d'anis et de whisky en ce dancing fumeux de Casablanca. Le soir coulait du sang par la fenêtre étroite jusqu'au burnous des spahis affalés contre le bar et dessinait là-bas, au-dessus du désert proche, d'épiques visions de choc et de poursuite, de revers et de gloire. Un soir sanglant, qui n'était qu'une minute de l'éternel soir sanglant de l'Afrique, et si triste que ta danse s'en imprégna et me fit mal au cœur, comme ta chanson, comme ton regard plongé dans mon regard et mêlé à mon âme. Tes yeux étaient pleins de pays, de tant de pays qu'en te regardant, je voyais ressurgir à leur fauve lumière les faubourgs noirs de Londres, les bordels de Tripoli, Montmartre, Harlem, tous les faux paradis où les nègres dansent et chantent pour les autres. L'appel proche de ton Danakil mutilé, l'appel des mains noires fraternelles apportait à ta danse d'amour une pureté de premier jour et la bourrait ton cœur de grands accents familiers. Tes frêles bras, élevés dans la fumée, voulaient étreindre des siècles d'orgueil et des kilomètres de paysages, tandis que tes pas, sur la mosaïque cirée, cherchaient les aspérités et les détours des routes de ton enfance. La fenêtre donnait sur l'est inapaisé. 100 fois ton cœur y passa. 100 fois la rose rouge brandie au bout de tes doigts fins orna le mirage des portes de ton village. Ta souffrance et ta nostalgie étaient connues de tous les débauchés. Les marins en manœuvre, les soldats en congé, les touristes désœuvrés qui ont broyé ta poitrine brune de tous leurs vastes ennuis de voyageurs, les missionnaires et la foule lâche ont parfois essayé de te consoler. Mais toi seul sais, petite fille du Danakil, perdu au dancing fumeux de Casablanca, que ton cœur se rouvrira au bonheur lorsqu'aux aurores nouvelles, baignant le désert natal,
Tu retourneras danser pour tes héros morts, pour tes héros vivants, pour tes héros à naître. Chacun de tes pas, tes gestes, tes regards, ta chanson diront au soleil que ta terre t'appartient. Roussan Camille Assoa la nuit, que je vous invite, mesdames et messieurs, à découvrir. C'est l'un des meilleurs poètes de la littérature haïtienne et Nedjé est connu de tous les milieux poétiques internationaux. C'est une urgence intellectuelle et esthétique et politique, vu la charge d'engagement de ce poème, que de lire Nedjé. Je vous laisse respirer. Nous allons maintenant parler d'un sujet quelque peu tabou. C'est même dangereux de porter ce discours dans l'espace public. C'est quelque peu brave. Il faut avoir le tempérament de Charles Bukowski. Il faut avoir le courage du marquis de Sade. Il faut avoir la pertinence d'Henri Miller pour oser titrer un livre. Si les culottes pouvaient parler. Respirez. À tout de suite. C'est Délivrez-vous. Gardons bonheur. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Je vous l'avais dit, j'ai fait référence à Henri Miller, j'ai fait référence au marquis de Sade, j'ai fait référence à Charles Bukowski, et j'aurais pu faire référence à René Depestre, écrivain haïtien quelque peu impertinent quand il s'agit de parler d'érotisme. Il a même consacré la fameuse formule d'érotisme solaire. Je reçois aujourd'hui un jeune homme de 26 ans qui a écrit un livre au titre Des arcs sonnants, si les culottes pouvaient parler. Qu'est-ce que les culottes allaient dire? Qu'est-ce que les culottes allaient faire glisser dans nos oreilles? Et dans quel sentiment, avec quelle émotion ces messages culottés allaient être reçus? Flamme novice. Tout petit, ne pouvant me laisser seul à la maison, dans le but d'aller trimer pour nous dégoter de quoi faire bouillir la marmite, mes parents ont dû me confier à la voisine. Garde un œil sur le môme pour moi, fredonnait ma mère chaque matin à la voisine sur le perron de la baraque. Cette dernière avait plusieurs enfants, mais la plus réussie, c'était Kat. Kat était mince. Elle avait une taille impressionnante pour ses 7 ans. En fait, elle devait avoir cet âge à l'époque, si j'en crois celui indiqué dans son acte de naissance. Moi, j'en avais 6, avec mon visage innocent et capricieux. Polynice, c'est quoi cette impertinence que de camper une histoire d'amour entre un garçon de 6 ans, une fille de 7 ans, d'en faire un livre? Quel genre d'écrivain êtes-vous? Voici ma manière de vous dire bonsoir et bienvenue. Bonsoir D'Angelo, bonsoir amis téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision Caraïbe. C'est un plaisir pour moi d'être présent sur le plateau de cette prestigieuse émission Délivrez-vous pour vous délivrer. Alors, délivrez-vous. C'est exactement ce qu'on va faire avec un sujet brûlant. Il y a quelque chose qu'on appelle la bien-pensance, Polynice, que tu connais. Il y a une façon de voir les choses dans la société. Il y a une morale officielle qui est postulée. Le réalisateur actuel de l'émission, il s'appelle Barrault. Barrault est un chrétien en puissance, grand dignitaire de l'église protestante d'Haïti. Mais Barrault réalise une émission dans laquelle tu racontes, ou ton personnage raconte, une histoire d'amour et qui peut-être n'en était pas une, qui était peut-être une histoire d'affection entre 2 enfants, 6 ans, 7 ans. Exactement. Et à travers ce livre, si les culottes pouvaient parler, je voulais retracer en quelque sorte mon histoire, ma manière de voir la sexualité. Et comme c'est écrit dans le livre, ces histoires-là
ce sont toutes des histoires vraies, des histoires vécues. Peut-être que la manière dont je les raconte, je mets en quelque sorte des touches poétiques, mais ce sont des histoires vraies. Et je voulais parler de moi, de ma sexualité. Je voulais un peu choquer, mais pour bien dire, je voulais faire l'apologie d'une éducation sexuelle de qualité dans notre société. Ce que tu mentionnes en effet là sur déjà la première nouvelle, c'est là que ton livre est un véritable piège. On rentre dedans, on pense que tu racontes cette histoire de tendresse et de regard gentil entre deux enfants. Nous sommes dans la petite enfance, 6 ans, 7 ans. Mais au fait, il me semble que ton message est le suivant. Il faut que les parents, très tôt, commencent à parler de sexualité avec leurs enfants. Oui, à un certain niveau, bien sûr. Et si vous regardez bien le livre, vous verrez que à l'intérieur même de chaque histoire, il y a ce qu'on appelle un milieu. Quand je dis milieu, je parle la première histoire, Flamme Novice, et je prends en compte la famille. Il y aura une autre histoire, je prends en compte l'école, et ainsi de suite l'église. Donc, je voulais questionner ces institutions de socialisation pour une apologie, comme je viens de le dire, d'une éducation sexuelle de qualité. Donc, pour dire comme Michel Foucault, il faut une mise en discours du sexe. Il faut en parler. Une mise en discours, il faut littératurer le sexe. Donc, voilà le but principal de mon recueil de nouvelles. Une mise en discours du sexe. Jusque-là, je veux dire, avant de fréquenter la petite futée aux airs d'ange, j'avais ignoré la vertu de certaines parties de mon corps. Kat était ce genre de fille timide comme le soleil qui cache son éclat sous une forte influence nébuleuse. Apparemment, elle n'en savait rien. À l'époque, ça me convenait bien l'apparence. À quoi d'autre pouvait s'intéresser un gamin? Là, tu poses 2 réalités. Les gamins, les petits-enfants, 6, 7 ans, 8 ans, ont déjà une sexualité. Oui. Il faut que ces enfants-là puissent déjà savoir identifier les différentes parties de leur corps que tu nous dis. Oui. C'est vrai que petit, quand les enfants demandent à leurs parents « Maman, comment ça s'appelle telle partie de mon corps ?» Les parents disent « Ça s'appelle tipipiche ou tipigeon. » Mais on ne veut pas dire à l'enfant « Cette partie de ton corps s'appelle pénis ou vagin » directement. Donc, c'est exactement cette hypocrisie sur les choses érotiques que je voulais mettre à l'avant-garde de mes lecteurs. Donc, la famille comme institution primaire de socialisation doit entreprendre cette éducation à un certain niveau, bien sûr. Cette éducation faisant croire aux enfants que, comme tu viens de le dire, D'Angelo, tipipiche, dire tipipiche, c'est bien, mais dire pénis, dire vagin, je pense que c'est mieux. Et c'est mieux aussi pour préparer l'enfant face à d'éventuelles attaques pédophiles. Si l'enfant sait déjà que cette partie de son corps relève de son intimité et doit être respectée, ça donne à cet enfant une capacité de réponse à un pervers pédophile qui aurait tendance à la toucher dans des endroits incongrus et déplaisants. Exactement. C'est ce que tu viens de dire. Si tu lis la chute même de cette nouvelle, tu verras la tendance pédophile et je la mentionne. Maintenant, beaucoup de parents qui suivent maintenant cette émission pourraient te dire « il ne faut pas parler de sexualité avec les enfants au risque de les pervertir ». Qu'est-ce que tu répondrais à ces parents? Que ce serait une mise en perversité de l'enfant, ce serait détournement moral, si tu veux, voilà. Je pense que c'est le silence sur les choses sexuelles qui pervertit
les enfants. Ce n'est pas le fait d'en parler, mais le fait de garder le silence sur ces choses. Parce que toi et moi, nous le savons. Moi, j'ai des jeunes femmes dans ma famille. J'ai 2 sœurs aînées. Et il y a des jeunes femmes dans ce pays à 11 ans, 12 ans qui ne savent pas qu'à un moment, elles allaient avoir leurs règles. Ouais. Et que ça arrive à l'école, l'enfant est en crise et tout ce qui va avec. Donc, il faut dire aux enfants, voici comment le corps fonctionne, comment ça évolue. Et ton travail pose ce principe et cette obligation d'éducation. Mais j'ai une question qui est dans la littérature. Et 6 ans, 7 ans, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux? Je tiens à préciser quelque chose. Je parle ici de l'apparence. Et je mentionne très bien que l'apparence, c'est ce qui convient le mieux aux enfants. Mais pour répondre à ta question, il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux à un certain niveau. Même si je prends ta question avec beaucoup de pincettes, je préfère dire qu'il n'y a pas d'âge pour l'attraction interpersonnelle. Je préfère écarter la possibilité de dire tomber amoureux. Parce que pour toi, il y a une belle ligne de nuance entre l'attraction interpersonnelle et l'amour. Exact. Et qu'est-ce qui différencie l'amour de ce que tu appelles l'attraction interpersonnelle? L'attraction interpersonnelle, c'est quelque chose, en psychologie, qui se manifeste si je suis là et il y a une fille et elle est aussi là. Ou un homme, ça dépend. Bon, suivant ça la dépend, tendance ouais, sexuelle, ça dépend. quoi. Je peux me laisser aller par son corps. Et je peux dire par le goût de son corps. Mais je peux me laisser aller sans donner mon cœur. Donc, je pense que l'amour, c'est le fait de se laisser aller dans les choses érotiques avec son cœur. Mais il y a des amis qui disent, moi, je vais courtiser cette fille, mais avec mon cœur derrière le dos. Comme ça. Mais je pense que l'amour, c'est quand on y met le cœur. On y met le cœur. Et comment toi, tu définirais l'amour, Polynice? Je comprends la place centrale que tu accordes au cœur comme maestro de ce sentiment. Mais si on te demande une définition littérale de l'amour, qu'est-ce que tu dirais? Une définition littérale de l'amour. Je pense que l'amour, c'est d'abord, avant tout, un état de conscience. Un état de conscience éveillé. Et cet état de conscience-là va nous permettre de nous reconnaître, de nous identifier à travers le corps, le cœur et l'esprit de l'autre. Donc, tu mets ça sur 3 niveaux. Tu mets ça sur le corps, le cœur et l'esprit. Est-ce que l'attraction interpersonnelle n'est pas au fait l'expression la plus concrète du sentiment amoureux? Est-ce que ce n'est pas cette attraction, ce désir d'être avec l'autre, cet élan vers l'altérité? Est-ce que ce n'est pas cela tout simplement l'amour? Et tout ce qu'il y a autour, ce serait que du discours d'embellissement? Je pense que l'attraction interpersonnelle fait partie des étapes du développement de l'amour. Et parce que l'amour, pour moi, est encore plus vaste que l'attraction. Mais l'attraction fait partie des étapes du développement de cet amour. Et quelle est la finalité du sentiment amoureux, Polynice? La finalité du sentiment amoureux, tout prendre et tout donner. Tout prendre et tout donner. Oui. Mais comment peut-on tout prendre et tout donner? Parce que je prends en compte l'attraction. L'autre, je vais tout donner à l'autre. Et Quand tu dis tout donner, tu parles de tendresse, tu parles de temps, d'affection, tout ça. Et l'autre, ou l'autre personne, elle va également tout me donner. Donc, je vais tout prendre et tout donner. Est-ce que cette définition de l'amour est axée sur un principe monogame? Est-ce que c'est, pour toi, il n'existe que le mono-amour? Non. Quand d'autres parlent du polyamour, est-ce qu'un être humain peut donner de l'amour à plusieurs personnes? Être un bombardier amoureux, si tu vois un peu l'image, quoi.
Je pense que oui, mais à un certain niveau. Non, Polynice, on va rester au niveau le plus concret. Est-ce qu'un être humain peut aimer plusieurs autres êtres humains? Oui, ça se pourrait. Oui, ça se pourrait, mesdames et messieurs. Si les culottes pouvaient parler, Polynice a tranché, il serait donné à tous la possibilité du polyamour. Allez savoir ce que la bien-pensance va penser de tout ça. Je vous rappelle que vous êtes sur la télévision Caraïbe. Vous suivez l'émission Des livres. Et vous, si les culottes pouvaient parler, respirez. À tout de suite avec des culottes qui vont parler. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Je vous l'avais dit, j'ai fait référence à Henri Miller, j'ai fait référence au marquis de Sade, j'ai fait référence à Charles Bukowski, et j'aurais pu faire référence à René Depestre, écrivain haïtien quelque peu impertinent quand il s'agit de parler d'érotisme. Il a même consacré la fameuse formule d'érotisme solaire. Je reçois aujourd'hui un jeune homme de 26 ans qui a écrit un livre au titre Des arcs sonnants, si les culottes pouvaient parler. Qu'est-ce que les culottes allaient dire? Qu'est-ce que les culottes allaient faire glisser dans nos oreilles? Et dans quel sentiment, avec quelle émotion ces messages culottés allaient être reçus? Flamme novice. Tout petit, ne pouvant me laisser seul à la maison, dans le but d'aller trimer pour nous dégoter de quoi faire bouillir la marmite, mes parents ont dû me confier à la voisine. Garde un œil sur le môme pour moi, fredonnait ma mère chaque matin à la voisine sur le perron de la baraque. Cette dernière avait plusieurs enfants, mais la plus réussie, c'était Kat. Kat était mince. Elle avait une taille impressionnante pour ses 7 ans. En fait, elle devait avoir cet âge à l'époque, si j'en crois celui indiqué dans son acte de naissance. Moi, j'en avais 6, avec mon visage innocent et capricieux. Polynice, c'est quoi cette impertinence que de camper une histoire d'amour entre un garçon de 6 ans, une fille de 7 ans, d'en faire un livre? Quel genre d'écrivain êtes-vous? Voici ma manière de vous dire bonsoir et bienvenue. Bonsoir D'Angelo, bonsoir amis téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision Caraïbe. C'est un plaisir pour moi d'être présent sur le plateau de cette prestigieuse émission Délivrez-vous pour vous délivrer. Alors, délivrez-vous. C'est exactement ce qu'on va faire avec un sujet brûlant. Il y a quelque chose qu'on appelle la bien-pensance, Polynice, que tu connais. Il y a une façon de voir les choses dans la société. Il y a une morale officielle qui est postulée. Le réalisateur actuel de l'émission, il s'appelle Barrault. Barrault est un chrétien en puissance, grand dignitaire de l'église protestante d'Haïti. Mais Barrault réalise une émission dans laquelle tu racontes, ou ton personnage raconte, une histoire d'amour et qui peut-être n'en était pas une, qui était peut-être une histoire d'affection entre 2 enfants, 6 ans, 7 ans. Exactement. Et à travers ce livre, si les culottes pouvaient parler, je voulais retracer en quelque sorte mon histoire, ma manière de voir la sexualité. Et comme c'est écrit dans le livre, ces histoires-là, ce sont toutes des histoires vraies, des histoires vécues. Peut-être que la manière dont je les raconte, je mets en quelque sorte des touches poétiques, mais ce sont des histoires vraies. Et je voulais parler de moi, de ma sexualité. Je voulais un peu choquer, mais pour bien dire, je voulais faire l'apologie
d'une éducation sexuelle de qualité dans notre société. Ce que tu mentionnes en effet là sur déjà la première nouvelle, c'est là que ton livre est un véritable piège. On rentre dedans, on pense que tu racontes cette histoire de tendresse et de regard gentil entre deux enfants. Nous sommes dans la petite enfance, 6 ans, 7 ans. Mais au fait, il me semble que ton message est le suivant. Il faut que les parents, très tôt, commencent à parler de sexualité avec leurs enfants. Oui, à un certain niveau, bien sûr. Et si vous regardez bien le livre, vous verrez que à l'intérieur même de chaque histoire, il y a ce qu'on appelle un milieu. Quand je dis milieu, je parle, la première histoire, Flamme Novice, je prends en compte la famille. Il y aura une autre histoire, je prends en compte l'école, et ainsi de suite, l'église. Donc, je voulais questionner ces institutions de socialisation pour une apologie, comme je viens de le dire, d'une éducation sexuelle de qualité. Donc, pour dire comme Michel Foucault, il faut une mise en discours du sexe. Il faut en parler. Une mise en discours, il faut littératurer le sexe. Donc, voilà le but principal de mon recueil de nouvelles. Une mise en discours du sexe. Jusque-là, je veux dire, avant de fréquenter la petite futée aux airs d'ange, j'avais ignoré la vertu de certaines parties de mon corps. Kat était ce genre de fille timide comme le soleil qui cache son éclat sous une forte influence nébuleuse. Apparemment, elle n'en savait rien. À l'époque, ça me convenait bien l'apparence. À quoi d'autre pouvait s'intéresser un gamin? Là, tu poses deux réalités. Les gamins, les petits-enfants, 6, 7 ans, 8 ans, ont déjà une sexualité. Oui. Il faut que ces enfants-là puissent déjà savoir identifier les différentes parties de leur corps que tu nous dis. Oui. C'est vrai que petit, quand les enfants demandent à leurs parents « Maman, comment ça s'appelle telle partie de mon corps ?» Les parents disent « Ça s'appelle tipipiche ou tipigeon. » Mais on ne veut pas dire à l'enfant « Cette partie de ton corps s'appelle pénis ou vagin » directement. Donc, c'est exactement cette hypocrisie sur les choses érotiques que je voulais mettre à l'avant-garde de mes lecteurs. Donc, la famille comme institution primaire de socialisation doit entreprendre cette éducation à un certain niveau, bien sûr. Cette éducation faisant croire aux enfants que, comme tu viens de le dire, D'Angelo, tipipiche, dire tipipiche, c'est bien, mais dire pénis, dire vagin, je pense que c'est mieux. Et c'est mieux aussi pour préparer l'enfant face à d'éventuelles attaques pédophiles. Si l'enfant sait déjà que cette partie de son corps relève de son intimité et doit être respectée, ça donne à cet enfant une capacité de réponse à un pervers pédophile qui aurait tendance à la toucher dans des endroits incongrus et déplaisants. Exactement. C'est ce que tu viens de dire. Si tu lis la chute même de cette nouvelle, tu verras la tendance pédophile et je la mentionne. Maintenant, beaucoup de parents qui suivent maintenant cette émission pourraient te dire « il ne faut pas parler de sexualité avec les enfants au risque de les pervertir ». Qu'est-ce que tu répondrais à ces parents? Que ce serait une mise en perversité de l'enfant, ce serait détournement moral, si tu veux, voilà. Je pense que c'est le silence sur les choses sexuelles qui pervertit les enfants. Ce n'est pas le fait d'en parler, mais le fait de garder le silence sur ces choses. Parce que toi et moi, nous le savons. Moi, j'ai des jeunes femmes dans ma famille. J'ai 2 sœurs aînées. Et il y a des jeunes femmes dans ce pays, à 11 ans, 12 ans, qui ne savent pas qu'à un moment, elles allaient avoir leurs règles. Ouais. Et que ça arrive à l'école, l'enfant est en crise et tout ce qui va avec. Donc, il faut dire aux enfants
voici comment le corps fonctionne, comment ça évolue, et ton travail pose ce principe et cette obligation d'éducation. Mais j'ai une question qui est dans la littérature. Et 6 ans, 7 ans, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux? Je tiens à préciser quelque chose. Je parle ici de l'apparence. Et je mentionne très bien que l'apparence, c'est ce qui convient le mieux aux enfants. Mais pour répondre à ta question, il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux à un certain niveau. Même si je prends ta question avec beaucoup de pincettes, je préfère dire qu'il n'y a pas d'âge pour l'attraction interpersonnelle. Je préfère écarter la possibilité de dire tomber amoureux. Parce que pour toi, il y a une belle ligne de nuance entre l'attraction interpersonnelle et l'amour. Exact. Et qu'est-ce qui différencie l'amour de ce que tu appelles l'attraction interpersonnelle? L'attraction interpersonnelle, c'est quelque chose, bon, en psychologie, qui se manifeste si je suis là, et il y a une fille et elle est aussi là. Ou un homme, ça dépend. Bon, suivant ça la dépend, tendance ouais, sexuelle, ça dépend. quoi. Je peux me laisser aller par son corps. Et je peux dire par le goût de son corps. Mais je peux me laisser aller sans donner mon cœur. Donc, je pense que l'amour, c'est le fait de se laisser aller dans les choses érotiques avec son cœur. Mais il y a des amis qui disent, moi, je vais courtiser cette fille, mais avec mon cœur derrière le dos. Comme ça. Mais je pense que l'amour, c'est quand on y met le cœur. On y met le cœur. Et comment toi, tu définirais l'amour, Polynice? Je comprends la place centrale que tu accordes au cœur comme maestro de ce sentiment. Mais si on te demande une définition littérale de l'amour, qu'est-ce que tu dirais? Une définition littérale de l'amour. Je pense que l'amour, c'est d'abord, avant tout, un état de conscience. Un état de conscience éveillé. Et cet état de conscience-là va nous permettre de nous reconnaître, de nous identifier à travers le corps, le cœur et l'esprit de l'autre. Donc, tu mets ça sur trois niveaux. Tu mets ça sur le corps, le cœur et l'esprit. Est-ce que l'attraction interpersonnelle n'est pas au fait l'expression la plus concrète du sentiment amoureux? Est-ce que ce n'est pas cette attraction, ce désir d'être avec l'autre, cet élan vers l'altérité? Est-ce que ce n'est pas cela tout simplement l'amour? Et tout ce qu'il y a autour, ce serait que du discours d'embellissement? Je pense que l'attraction interpersonnelle fait partie des étapes du développement de l'amour. Et parce que l'amour, pour moi, est encore plus vaste que l'attraction. Mais l'attraction fait partie des étapes du développement de cet amour. Et quelle est la finalité du sentiment amoureux, Polynice? La finalité du sentiment amoureux, tout prendre et tout donner. Tout prendre et tout donner? Oui. Mais comment peut-on tout prendre et tout donner? Parce que je prends en compte l'attraction. L'autre, je vais tout donner à l'autre. Et quand tu dis tout donner, tu parles de tendresse, tu parles de temps, d'affection, tout ça. Et l'autre, ou l'autre personne, elle va également tout me donner. Donc, je vais tout prendre et tout donner. Est-ce que cette définition de l'amour est axée sur un principe monogame? Est-ce que c'est, pour toi, il n'existe que le mono-amour? Non. Quand d'autres parlent du polyamour, est-ce qu'un être humain peut donner de l'amour à plusieurs personnes? Être un bombardier amoureux, si tu vois un peu l'image, quoi. Je pense que oui, mais à un certain niveau. Donc, Polynice, on va rester au niveau le plus concret. Est-ce qu'un être humain peut aimer plusieurs autres êtres humains? Oui, ça se pourrait. Oui, ça se pourrait, mesdames et messieurs. Si les culottes pouvaient parler, Polynice a tranché, il serait donné à tous
la possibilité du polyamour. Allez savoir ce que la bien-pensance va penser de tout ça. Je vous rappelle que vous êtes sur la télévision Caraïbe. Vous suivez l'émission Des livres. Et vous, si les culottes pouvaient parler, respirez. À tout de suite avec des culottes qui vont parler. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Ma douce professeure, l'école m'avait appris tant de choses. Je faisais des découvertes incroyables. Je pouvais me réjouir de tout ce qui pouvait exciter mes sens. Ce qui m'était caché à la maison était visible dans mon environnement scolaire. Il arriva un moment où cette fille qui m'avait laissé voir la racine carrée de son corps a décidé de tout m'apprendre. Comme une professeure, elle décida de me donner des leçons sur l'anatomie, sur l'astrologie des corps, sur les tabous de la vie. Un bon matin, arrivant à l'école, j'ai décidé de lui faire part de quelques mots. C'étaient des mots sur l'amitié et sur l'amour. Ces mots complices qui poussent les adolescents à nouer de nouveaux liens. Elle avait si bien répondu à mes questions qu'on a décidé de continuer sur cette même lancée. L'écriture devenait notre point fort, comme ces enfants qui ont grandi dans les salons littéraires du XVIIe siècle français. On en avait profité pour mieux se connaître. Chaque jour, nous avions une série de questions à nous poser et à répondre. C'était devenu suspect dans la salle, mais on s'en foutait pas mal. Sans lui faire la cour, elle m'avait déjà ouvert le salon de sa vie. Dans le développement psychosocial d'un jeune, une dose de naïveté a parfois sa place. Après tout, c'est bien de se sentir bien avec quelqu'un qu'on ne connaît pas assez bien. J'avais du respect pour elle, pour son intelligence, son courage, son envie de vivre et sa franche collaboration dans les travaux en équipe. On a donc commencé à partager nos goûts et nos idées. Je reviens à une phrase, Polynice. Dans le développement psychosocial d'un jeune, une dose de naïveté a parfois sa place. Dans cette phrase, j'ai entendu la voix d'un professionnel des sciences humaines et sociales. J'ai entendu une pratique de lecture. J'ai entendu une envie de donner à voir les portes intérieures, les chambres intérieures des psychologies. Pourquoi tu postules l'idée selon laquelle il faut de la naïveté parfois dans le développement d'un jeune? Je pense que dans le développement psychosocial d'un jeune, il va y avoir un aspect très important qu'on appelle la socialisation. La socialisation, ça commence depuis dans la famille. Et ça va s'enchaîner à l'école. Mais la plus grande influence va rester au sein des groupes de pairs. Donc, c'est de là que alors, les pairs, jeunes... pour les gens qui suivent, c'est P-A-I-R-S, quand il dit les pairs. Oui. C'est de là que les jeunes vont faire des expériences de la vie, des expériences que la famille ne veut pas, ou encore ne peut pas les permettre de faire. Donc, c'est mon cas. Et cette fille-là, comme c'est écrit, c'est ma professeure. Elle m'a initié dans des choses de l'amour. Et là, tu avais quel âge à l'époque? Et j'étais
à la classe de seconde. Ah, genre, t'avais 16 ans, t'avais 17 ans. 16 ans. 16 ans. 16 ans. Et À la elle classe avait de quel seconde. âge? Elle, elle avait 17 ans. Ok. 17 ans à l'époque. Donc, elle m'a montré beaucoup de choses. Surtout, elle m'a même enseigné comment faire l'amour à une femme. Comment Genre, embrasser. ah, comment rouler une pelle, quoi. Oui, comment sucer les Ouais, seins, tout ça. carrément, carrément. Oui. Hein. C'est pas mal, hein. Oui. Genre, elle t'a dit, pas tout de suite, pas comme ça, monte un peu plus, descends un petit peu, va à gauche et tout. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle avait l'habitude de m'envoyer les notes par téléphone, SMS. Et puis à l'école, on faisait des pratiques dans des espaces. Des pratiques, genre. Des pratiques. Quelles pratiques? Des pratiques. Si elle m'avait envoyé des choses comme, voilà, si tu veux embrasser une fille, tu dois d'abord toucher ses épaules, ses seins, puis ta langue dans son cou, puis sur ses lèvres. Ça. Ah, carrément, quoi. C'était des notes. Ouais, Et c'est puis, des notes qu'elle t'envoyait, Oui, quoi. par téléphone. Et puis à Là, l'école, nous sommes à la phase théorique. oui, à l'école, la phase pratique allait se dérouler. Ok, là, elle te dit, on va voir si tu as bien retenu tes leçons, Oui. si tu avais bien lu. Et là, non, voilà, Et une mise en opération, quoi. J'étais un mauvais élève. Tu étais mauvais élève. Oui. Et donc, J'étais- ça arrivait qu'elle te tapait sur les doigts. Pourquoi tu fais ça comme ça? Je t'avais dit dans l'autre sens. Non, j'avais voulu recommencer. Ah, Donc, j'ai tantôt recommencé, j'ai fait exprès de ne pas bien faire certaines choses. Et puis, elle m'avait pour dit, avoir donc, une punition, Oui. une reprise, Ouais, une des reprise. activités. Tu avais tout le temps des reprises, j'imagine. Hein? Oh, Tu avais souvent des reprises. beaucoup hein. de reprises. Et Oui. t'adorais tes reprises, quoi. Oui. Tu te disais, ah, j'ai raté le coup, je suis désolé, j'ai mal tourné telle partie, et puis ça a foiré, quoi. C'est pourquoi j'étais mauvais élève. Mais est-ce que tu considères cette professeure comme étant une histoire d'amour ou serait-ce pour toi rien qu'une expérience du corps? La deuxième chose, expérience du corps. Mais jamais tu as eu de sentiments réels pour elle ou toi, qu'est-ce que tu en sais sur ses états émotionnels par rapport à toi? À l'époque, elle avait un copain. Elle avait un copain. Et moi, j'étais son prince. Elle prenait bien soin de moi. Ah, mais elle avait son copain officiel qui était aussi à l'école, Ouais. Non, pas à l'école. qui était Mais plus âgé, j'imagine. plus âgé et plus, comment dire, plus Mature. mature Mhm. que moi. Mais moi, j'étais un peu petit. Un prince. Un Ouais, prince. j'imagine que tu travaillais bien à l'école, donc elle adorait bien ce garçon Oui. qui fait de bonnes notes et qui progresse bien académiquement. Et puis elle s'est dit, peut-être qu'il ne maîtrise pas Oui. l'expérience du corps, donc essayons de faire ça. Hein. Donc c'était ta douce professeure carrément. Ma douce Est-ce que c'est avec cette jeune femme que tu as perdu ta virginité? Non. Ah, Ce n'était pas avec elle, mais elle a tracé la route pour une autre femme. ah, donc jusqu'à tes 16 ans, 17 ans, tu n'avais pas encore eu de rapport sexuel? Non. Mais ça, tu as bien fait. C'est un conseil qu'on donne à tous les jeunes garçons qui suivent cette émission. Hein. Gardez votre virginité au maximum. Hein, et protégez-vous, les garçons. Et ne succombez pas aux attirances, aux belles paroles des femmes. Gardez votre virginité précieusement. Oui, j'étais du genre très difficile. Ah, tu n'étais pas un garçon facile, Oui, quoi. très Tu difficile. n'étais pas un mec Très, facile, très quoi. difficile. Elle a essayé, t'as dit non, Non. et tout. Tu Non. voulais garder ta virginité, Oui, voilà. j'étais très difficile. Non, c'est un conseil qu'on donne à tous les jeunes garçons qui suivent cette émission. Soyez pas faciles, messieurs. Gardez votre virginité, gardez votre dignité. Faites-vous respecter parce que sinon, ça marche pas. Oui, on va profiter de vous. On va profiter de vous. Oui. Voilà, ça c'est dit. On va profiter de vous. Mais ce qui est intéressant dans la démarche de cette nouvelle, c'est que très souvent, c'est l'inverse. Très souvent, il revient aux femmes d'avoir un homme qui leur sert un peu de coach amoureux, d'amant, leur disant comment faire leur premier pas dans l'érotisme solaire. Mais là, pour le coup, ça prouve que les choses sont toujours plus compliquées qu'elles ne le paraissent. Là, c'est une femme qui t'a appris à aimer. Et une femme qui m'a appris à faire l'amour.
Et quand tu dis à aimer, ça me choque un peu. Parce que là, tu me prends comme un garçon facile. Ah, Mais une femme qui m'a appris à faire l'amour. Et bizarrement, j'ai fait toutes mes études classiques à l'école Saint-François de Sales, dirigée par les sœurs de Sainte-Thérèse. Bizarrement, oui. Et toutes ces histoires avec ma douce professeure se déroulaient à l'intérieur, au sein même de cet établissement parce que scolaire. moi, ce que je voulais préciser avec toi dans cette nouvelle, et tu dis à un moment, ce qui m'était caché à la maison était visible dans mon environnement scolaire. Mais dis-nous de quel milieu familial tu viens. Est-ce que c'est des chrétiens? Est-ce que c'est des vaudouisants? Est-ce que c'est des laïcs? Et quel était leur positionnement par rapport à une mise en discours de l'acte, du fait sexuel? Mes parents étaient et est encore. Et, bon, mes parents étaient et ils sont encore des chrétiens catholiques. Ils voyaient en moi quelqu'un qui doit à tout prix prendre le chemin du sacerdoce. Ou mais tu as une nouvelle qui parle de ça en Exactement, effet. Où exactement. les parents voulaient te mettre, toi aussi tu voulais à un moment devenir prêtre. Oui, c'était par pure folie. Ouais. Oui. Après tu t'es rendu compte qu'il Ah, qu'il ne mon fallait Dieu. pas quoi. Maintenant, qu'est-ce que tu estimes que dans le milieu familial on te cachait et que tu as pu découvrir ailleurs? On ne me parlait pas du sexe, de ma sexualité, et ainsi que des relations que j'allais entreprendre avec l'autre. Et quand je dis l'autre, je parle également des garçons, mais plus particulièrement Des femmes. les filles. Ouais. Ouais. Et ça, c'est encore l'occasion, plaisanterie mise à part, c'est l'occasion de dire aux parents qui regardent cette émission, qui sont des parents d'adolescents, des adolescents qui ont 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, jusqu'à 19 ans. Il y en a qui sont toujours un peu coincés d'esprit par rapport à tout ce qui relève de la sexualité. Le conseil est le suivant à vous, chers parents. N'ayez pas peur de dire à vos adolescents, 16 ans, 17 ans, d'utiliser un préservatif si ces enfants-là estiment être prêts pour avoir un rapport sexuel. Parce que si vous ne dites pas à vos enfants de se protéger, non seulement il y a la possibilité d'une grossesse non désirée, Oui. mais aussi il y a malheureusement la fâcheuse possibilité de contracter une maladie vénérienne. Et qui souhaite avoir le sida, l'hémorragie, et syphilis. Les IST également. Les IST sont aussi dans le lot. Donc c'est très important d'organiser les milieux familiaux de telle sorte que la parole autour du sexe ne soit pas tabou et ainsi les adolescents pourront avoir des attitudes, des comportements sexuels responsables. Oui, et Michel Foucault l'a bien dit, le sexe, on ne doit pas interdire le sexe, mais c'est quelque chose qu'on doit administrer. Et dans cette logique d'administration du sexe au sein d'une société, cette idée m'a poussé à initier, je peux dire, un spectacle culturel avec le groupe Le Classique, scène adulte, et par saison. Et à l'intérieur de ce spectacle, on parle des choses, des poésies érotiques, des mises en scène érotiques, des choses de l'amour, des choses du corps, des choses de la sensualité et de la sexualité. C'est important de porter ce discours-là et d'en parler. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Des livres et vous. Mon invité s'appelle Paulinis. Son livre a pour titre « Si les culottes pouvaient parler ». À vous de nous dire si ce titre vous paraît gentil ou quelque peu impertinent. Et est-ce que la littérature n'est pas le lieu par excellence de consécration de l'impertinence, hein? L'impertinence dans le discours, l'impertinence dans l'écriture. Mais tu as décidé de faire des nouvelles. Maintenant, j'en viens à ton parti pris éditorial. Pourquoi des nouvelles et non des poèmes érotiques ou un roman ou un essai? Pourquoi des nouvelles? Pourquoi ton appétit pour ce genre? J'avais voulu écrire sur moi.
Et je ne savais pas dans quel genre littéraire que je devais me lancer. Un ami m'a dit, Michelot, tu sais, tu peux écrire. Et je te vois comme un nouvelliste. Et puis, je me suis dit, mais comment vais-je faire pour écrire? Je dois parler de quoi? Pour dire quoi? Et vite, l'idée m'est venue de parler de moi et de ma sexualité. Et puis, je me suis dit, qui d'autre, à part les culottes, pourrait bien me connaître? Ah ouais, carrément. Ouais, dans ce sens de la sexualité. Donc, et je me suis dit, et si les culottes pouvaient parler? Donc là, il y avait le titre. Et après le titre, je dois me lancer dans quel genre littéraire? Donc, j'ai opté pour la nouvelle parce que il y a une chose très importante dans la nouvelle, c'est la chute. Donc, j'ai aimé finir les histoires avec une sorte de suspense. Ouais. Donc, je m'y mets à écrire. Je m'y mettais à écrire. Donc, si les culottes pouvaient parler comme genre littéraire. Et puis, j'ai consacré pas mal de temps à toucher, retoucher chaque chute dans ces nouvelles. Je savais qu'elle fréquentait des hommes plus expérimentés que moi. Je savais qu'elle avait l'habitude de partager son corps avec d'autres garçons. Mais aucune jalousie ne se manifesta en moi. Elle m'avait appris à supporter son absence tout en m'apprenant à savourer sa douce présence. Mais la phrase qui marque, qui porte, c'est je savais qu'elle avait l'habitude de partager son corps avec d'autres garçons, mais aucune jalousie ne se manifesta en moi. Nous sommes dans une société, mon cher Polynice, où la jalousie est érigée au rang de valeur et de garantie amoureuse. Un homme qui estime que sa femme ne fait jamais de crise de jalousie, cet homme estime qu'il n'est pas suffisamment aimé. Une femme qui estime que son homme n'a jamais d'élan jaloux n'est pas suffisamment amoureux. Et toi, tu consacres une civilisation de la non-jalousie. Le fait de pouvoir supporter que l'autre puisse jouir dans d'autres corps que dans le tien. D'où te vient cette liberté d'esprit? D'où te vient ce libertinage? Ben, je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas vraiment. Peut-être que c'est parce que dans cette relation, ou encore dans cette soi-disant relation, il n'y avait pas vraiment de l'amour dans le vrai sens du terme. Donc, je m'intéressais à jouir tout simplement. Ouais, mais il faut qu'on ait un débat sur l'amour. Je pense que l'amour, justement, c'est de la jouissance partagée. Mais si les culottes pouvaient parler, mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Des livres et vous. Délivrez-vous, une émission du livre, pour le livre, par le livre, avec Polynice, avec une équipe technique qui est hyper motivée. Je vous laisse respirer et je vous dis à tout de suite. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Dans mon groupe à l'église, les activités n'y manquaient pas. C'est pour cette raison que les relations interpersonnelles étaient si développées. Au départ, je n'avais pas beaucoup d'amis, hormis ceux avec qui j'avais intégré le groupe. Comme dans tout groupe, il faut observer avant de savoir le mode de fonctionnement pour pouvoir s'intégrer petit à petit. Les filles étaient, pour la plupart, attirantes à mes yeux.
Mais il était interdit d'avoir des relations amoureuses à l'intérieur du groupe. Dans le cas contraire, il fallait prévenir le comité, ce que je n'avais pas du tout apprécié. Je ne savais pas encore comment ça se déroulait vraiment. L'une des activités phares du groupe était l'organisation d'une soirée traditionnelle. C'était comme une séance d'intégration pour des personnes comme moi à la vraie vie du groupe. C'est ainsi que j'allais découvrir des choses intéressantes qui m'avaient donné envie de rester au sein du dit groupe. L'interdiction qu'on avait mise sur les relations amoureuses était uniquement dans le dire, pas dans le faire. Le goût de l'interdit. Mesdames et messieurs, vous suivez l'émission Délivrez-vous. Et c'est une émission aujourd'hui qui a décidé d'ouvrir ses vannes à une parole consacrée, à une parole érotique, à un genre littéraire qui mérite de plus en plus de visibilité sur la scène littéraire haïtienne. Nous sommes avec Polynice, Si les culottes pouvaient parler, et l'une des nouvelles a pour titre l'une des nouvelles a pour titre Le goût de l'interdit. Le recueil a pour titre Si les culottes pouvaient parler. Dans ce goût de l'interdit, nous sommes dans une église et nous savons à quel point au sein de nos églises, je salue tous les pasteurs, tous les prêtres qui regardent religieusement pour le coup, Délivrez-vous, merci pour cette attention que vous portez à ce projet éditorial. Mais au sein des églises, on sait que les relations hommes-femmes sont tendues, compliquées, vu qu'il y a une certaine morale chrétienne à respecter et chacun peut regarder l'autre en chien de faïence. Mais toi, dans tout ça, tu développes un goût pour l'interdiction des relations. Oui, je pense que le goût de l'interdit, c'était la même chose avec Ève et Adam, pour ceux et celles qui sont chrétiens, chrétiennes. Donc, à l'intérieur de l'Église, il y a cette tendance à interdire le sexe, à interdire les gens de parler du sexe. Sinon, on pourrait te traiter de débauché. Donc, de là étant, mon expérience me disait tout le contraire. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, au niveau des églises, certaines choses sont plus faciles à dire qu'à faire, mais le sexe est plus facile à faire qu'à dire. On sait par exemple qu'au sein des églises, toute relation sexuelle avant le mariage est taxée de fornication, donc de péché. Un péché qui est puni par Dieu, par les lois divines. Est-ce que toi, chrétien dois-je dire, ou ancien chrétien, est-ce que tu considères que les jeunes qui sont au sein de nos églises, est-ce qu'ils respectent ce principe? Je pense, sans avoir l'intention d'indexer les gens de l'Église, je pense que la réalité à l'Église, c'est une réalité fornicatrice. Ah ouais? Les prêtres, les pasteurs et même les fidèles peuvent me démentir. Tu penses que un peu tout le monde couche avec tout le monde, il y a une ambiance très hypersexuelle au sein des églises? Je ne dis pas que tout le monde couche avec tout le monde. Mais tout le monde couche avec quelque tout le monde. La majeure partie des jeunes, comment dire, nombreux sont les jeunes qui ont des relations amoureuses et des relations sexuelles. Donc ces jeunes-là ont succombé à la tentation. À la tentation, à la douce tentation peut-être. À la douce tentation. Oui, la douce tentation. Mais est-ce que tu penses que les autorités de l'Église devraient revoir ce dispositif moral qui consacre, qui fait du sexe un péché? Je pense que les autorités de la famille, les autorités
de nos établissements scolaires, les autorités de nos églises doivent prendre en considération cet aspect-là, à savoir la sexualité de nos jeunes. Pour continuer, je peux dire, pour une bonne contribution à la socialisation de ces jeunes-là, et qu'on dit souvent qu'ils sont l'avenir du pays. C'est vrai que cet aspect est extrêmement important qu'au sein des églises, qu'il y ait moins d'hypocrisie entre les agents de l'église et qu'on finisse par se dire, si tout le monde finit quand même par coucher avant le mariage, c'est que c'est impossible de tenir. C'est impossible de tenir après 25 ans, 26 ans. Et autant libérer la chose et autant, à la limite, rendre des capotes disponibles dans les églises. Ouais. Là, ce serait pas mal. Hein? Ouais, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Tu débarques dans une église et il y a des capotes disponibles. On vous dit, écoutez, si vous allez quand même vers ce lieu-là, autant vous protéger et autant protéger la société. C'est là que nous marchons vers une sexualité responsable, vers une sexualité digne et qui permet à tous de tirer sa carte du jeu. Oui, mais je tiens à apporter des précisions. Peut-être que il y a certaines personnes, des croyants, quand je dis des croyants, vraiment des croyants d'Angelo. Des fiefés croyants. Oui. Mon intention, ce n'est pas de les indexer, mais comme je le disais au tout début de l'émission, mon intention, c'est de faire une apologie d'une éducation sexuelle de qualité au niveau de nos familles, au niveau de nos écoles et universités, au niveau de l'Église. Ouais. Oui. C'est sur ces trois niveaux qu'il faut en finir avec l'hypocrisie et se regarder dans les yeux et se dire que l'activité sexuelle est fondamentale dans la qualité de nos interactions et de nos relations interpersonnelles. Et la meilleure façon de réguler cette sexualité, c'est de libérer la parole autour, de responsabiliser tous les agents sexuels et qu'on arrête de cacher nos vies intimes, de cacher le fait que tout le monde soit un peu penché vers la chose. Quoi. Oui, parce que bizarrement, la première vente signature de ce livre a posé pas mal de problèmes. Parce que cette vente signature a eu lieu à l'école Saint-François de Sales, l'école dirigée par des sœurs. Donc, il y a même quelqu'un au niveau de l'école qui a dit que le titre n'est pas éducatif. Donc, tu vois comment, à quel niveau nous sommes dans l'hypocrisie. Ouais. Pourtant, tout le monde sait que tout le monde va vers le sexe. Donc, il faut réguler cette histoire et que tout le monde arrive à se parler, qu'il y ait un discours cohérent, responsable. Au fait, il s'agit d'inventer une nouvelle morale. Oui. Une morale plus responsable, une morale plus ouverte. Mais dans l'une de tes nouvelles, où là tu vas vers la prêtrise, nous sommes toujours vers les milieux religieux, est-ce que tu penses, pour être un peu plus cinglant, qu'au sein de l'Église catholique, et on en parle déjà au Vatican depuis des années, est-ce qu'il serait possible de libérer la sexualité des prêtres, de permettre aux prêtres d'avoir famille, enfants et tout ce qui va avec? Donc là, je préfère, D'Angelo, garder mon silence. Je préfère franchement garder mon silence. Et Dieu seul sait combien d'amis chrétiens catholiques que j'ai, combien d'amis prêtres que j'ai, combien d'amis frères que j'ai. Et j'aime beaucoup leur dire de la taquinerie, ce serait quand même pas mal que vous ayez une vie familiale, un peu comme tout le monde, ça nous faciliterait la vie. Mais pour le goût de l'interdit, est-ce que tu penses que beaucoup de jeunes tombent, on va dire le mot, tombent dans des pratiques, pas tant que ces pratiques-là les intéresseraient naturellement, mais tout simplement parce que ces pratiques leur sont interdites? Là, je vais faire référence à un ami étudiant en psychologie,
le frère d'Aurélus, un fidèle ami, qui m'a dit qu'il y a une loi de la psychologie qu'on appelle la loi de la réactance. Ce que tu interdis, tu le suscites sans même te rendre compte. Donc, je pense que et c'est ce qui est arrivé à Dieu dans la Bible. Et Ève, Adam, et écoutez, n'allez pas ici parce qu'il y a un arbre. Et si vous comment la touchiez, il va avoir des problèmes, vous allez mourir, vous allez... Ne touchez pas aux fruits défendus. Oui, aux fruits défendus. Donc là, Ève se sentait attirée par ce fruit défendu. Donc, l'important, ce n'est pas d'interdire, mais c'est de dire, de parler et de ce que l'on ne veut pas qui Et c'est la meilleure manière de responsabiliser un jeune garçon ou une jeune femme. Oui. Un jeune garçon qui a 16 ans, qui a 17 ans, tu lui dis, écoute, si tu veux avoir des rapports sexuels, voici les avantages. Oui. Ça te fera du bien et pour ta santé hormonale et tout, c'est super bon. En même temps, lui dire, il y a aussi des risques. Ouais. Ta partenaire peut tomber enceinte. Est-ce que tu es prêt pour t'occuper d'un enfant? Et si tu ne te protèges pas suffisamment ou pas correctement, tu peux contracter des IST. Est-ce que tu es prêt? C'est en parlant, justement, qu'on va responsabiliser tout le monde. Et c'est là que tu auras moins de grossesses non désirées. Oui, l'économie même du pays en dépend. Ouais. Autant qu'on arrive à gérer le boom démographique, autant qu'on arrive à administrer le peu de ressources que nous avons, et ça peut nous aider. Au fait, l'éducation sexuelle est une forme d'éducation économique. Exactement. Tu as plus d'agents sexuels responsables, tu as moins d'enfants qui vont naître à droite, à gauche, Oui. et tu as moins de gens qui vont te dire petite c'est bâton malheureux ou c'est là je garde, et tu avances vers quelque chose de plus intéressant. Mais dis-nous maintenant, Paulinis, et s'il y a un jeune qui vient de tomber là sur l'émission, tout de suite là, il est passé, il tombe sur deux mecs qui parlent, et qui aimerait savoir quoi lire. C'est un jeune qui n'aime pas lire en règle générale. Oui, bien entendu, on va recommander ton livre à ce jeune, mais quel autre livre, toi, qui t'a marqué comme lecteur et que tu aimerais recommander à un autre jeune de 26 ans qui te regarde là maintenant? Je pense d'abord qu'un jeune doit lire L'Alchimiste, Paulo Coelho. Paulo Coelho. Ah, ça, c'est une très bonne recommandation de lecture, hein, avec une formule magnifique, hein, de l'alchimiste. Hein. Ah, oui. Chaque homme doit vivre sa légende personnelle. Il y a aussi une histoire d'amour intéressante. Ah, une sorte d'amour magnifique. Donc, L'Alchimiste de Paulo Coelho, écrivain brésilien, c'est l'un des livres les plus vendus au monde, hein, les plus lus au monde après Le Petit Prince, après la Bible. Donc, il faut absolument lire L'Alchimiste. Et puis, je pense qu'un jeune doit lire tous les livres de René Despestre. René Despestre, hein, je ne viendrai pas ce soir si c'est au fil de ton regard, des heures d'abandon, de tendresse et d'amour. René Despestre, hein, à 16 ans déjà, il était l'un des écrivains haïtiens les plus connus en Haïti, hein, engagé politiquement, les 5 Glorieuses. Il a renversé Élie Lescaut en 1946. Il existe toujours, René Despestre. Il est au sud de la France pour passer ses vieux jours. Et on salue le talent et les engagements politiques de René Despestre, qui a milité pour l'érotisme solaire. Il a beaucoup parlé de sexualité. Alléluia pour une femme jardin. Alléluia pour une femme jardin. Et même dans Adriana, dans tous mes rêves, oui. il a beaucoup parlé de sexualité, d'érotisme. Et c'est un écrivain qu'il faut absolument découvrir. Hein. Donc ça te fait 2 recommandations de lecture. Tu veux donner une troisième ou tu t'en tiens à tes 2 là? Je vais donner une troisième. Mhm. À part René Despestre, je pense, et c'est un conseil important, qu'un jeune doit lire Jacques Roumain. Jacques Roumain. Oui. Jacques Roumain, on va presque plus vous le présenter. Militant et communiste de son État, Jacques Roumain, côté politique. Et gouverneur de la Rosée, ce n'est pas qu'un roman. C'est un manifeste. Oui. C'est un appel à l'union. C'est toute une vie. C'est toute une... Voilà, c'est... Gouverneur de la Rosée, ça doit être la Bible de tous les Haïtiens. Oui.
La Bible de tout Haïtien doit être gouverneur de la rosée de Jacques Roumain. Polynice, si les culottes pouvaient parler, où est-ce qu'on peut trouver maintenant ton livre? Et mon livre est disponible à la CAI Édition pour l'instant. La CAI Édition, c'est où la CAI Édition? Et c'est une jeune maison d'édition à Léogane. À Léogane. Est-ce qu'il n'y a pas un numéro de téléphone à partir duquel les gens peuvent appeler la CAI Édition pour trouver ton livre? Il y a des gens qui vont être intéressés. On a plein d'amis policiers que je salue tout le temps qui suivent cette émission, qui vont vouloir le lire. Plein d'amis médecins, infirmiers qui vont vouloir le lire. Hein. Plein de chauffeurs de moto, de camionnettes, tu vois. Où est-ce qu'ils vont trouver ça? Je vais donner un numéro 48 45 02 98. Voilà, ça c'est dit. Polynice, ce fut un plaisir pour nous de te recevoir. Si les culottes pouvaient parler, publié à la CAI Édition à Léogane, et c'est bien que l'accès à la culture soit autant démocratisé. Donc je vous invite à découvrir les culottes de Jean-Michelot Polynice, qui est par ailleurs accessoirement journaliste culturel à Kabzi News. Oui. Donc je salue mais vraiment toute l'équipe de Kabzi News. J'ai l'habitude de lire vos articles. Je trouve que vous faites un travail de qualité. Donc bravo à cette jeune équipe de Kabzi News. Et tu es aussi à la faculté des sciences humaines où tu fais des études en service social. En service social. Et je profite de cette occasion pour saluer tous les étudiants de la faculté des sciences humaines, hein, cette belle et bonne école de l'avenue Christophe, avec un tempérament assez bien trempé aussi. Hein, on a ainsi fait. On a du tempérament, nous autres, à la fâche. C'est comme ça et c'est comme ça. Polynice, merci. Au plaisir, on est test Covid-19, je t'aurais serré la main. Je salue maintenant l'équipe technique de la télévision. Je salue Emmanuel, qui nous offre son temps, un travail de qualité. Hein, Féquière, qui doit absolument faire pousser ses cheveux. Féquière, il faut faire attention. Tête chauve là, Féquière, voilà. Un gamin qui a joué au football tout récemment avec nous là à Henry. Il fallait voir le gamin courir dans tous les sens. Après 10 minutes, le gamin n'est pas capable encore. C'est une équipe technique particulière, hein, avec Barreau et qui nous revient là de l'étranger. Grand chrétien de son état, qui est de Léogane, hein, Barreau, qui est de Léogane et qui a un amour profond et politique pour cette ville qui s'appelle Léogane. Donc on salue notre réalisateur Barreau, Émilie qui fait le maquillage et Spencer qui fait des photos pour nous, hein, qui fait des photos magnifiques, réussies pour nous. Greg Bull qui réalise tout ce qui est lié au son et pour nous. Et l'éclairage des fois il y touche. C'est une grosse équipe, hein. Et la mise en onde, il ne faut pas oublier la mise en onde. Et Jimmy qui assure le montage de l'émission. Et Fanor Kabé, hein, qui nous met sur les réseaux sociaux, etc. Donc écoutez, c'est une équipe monstrueuse, l'équipe de télévision Caraïbe. Balfonti Jolet, ce n'est pas pour rien que nous sommes le plus grand média. Hein? Hein? Gardons bonheur. Hein? Merci à Patrick Monsignac qui permet aussi à cette émission d'exister. Je vous dis gardons bonheur, lisez absolument si les culottes pouvaient parler. Gardons bonheur.